la nouvelle année prochaine. Tout au moins la meilleure année possible. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, je crois que vous m'avez compris. Bon, alors merci à vous d'être venus. Vous connaissez donc le titre de la conférence. C'est l'escroquerie dont notre pays meurt tous les jours à petit feu. Alors, le titre de cette conférence pourrait paraître contradictoire. Vous connaissez la notion qui est répandue dans les manuels d'histoire de Mallet et Isaac, selon laquelle la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Mais qu'en est-il réellement ? Lorsque l'on analyse froidement le système démocratique et ses conséquences issues des principes révolutionnaires de 1789, on constate que le génie pervers des fomenteurs de cette révolution va à l'encontre de la réelle souveraineté du citoyen. En fait, ce n'est qu'une caricature de sa souveraineté, ou plus exactement, un détournement de sa souveraineté. Et c'est ce que nous allons analyser. Le système démocratique issu de l'idéologie des Lumières, mis en place avec la Révolution de 1789, cher à un certain Henri de Lesquen, prétend tirer son exemple et sa justification de la démocratie athénienne. Ce n'est là qu'une présentation rassurante, trompeuse, car la démocratie athénienne inspirée par Périclès n'était pas du tout le type de démocratie que l'on vit aujourd'hui, tout au moins en partie. Et en fait, la différence est la suivante. C'est que la démocratie athénienne était basée sur le droit du sang. Ne votaient que les citoyens athéniens du fait de leur ascendance. Pas les métèques. Vous savez d'où vient le mot métèque ? Le mot grec métoïkos, c'est-à-dire l'étranger. Donc c'était une démocratie réservée aux enfants d'Athènes, donc à la taille, c'était même pas un pays si on peut dire, la taille d'une cité, une grande cité de l'époque. Et de ce fait, on voit tout de suite la différence entre cette soi-disant démocratie d'aujourd'hui, ayant comme pseudo-modèle la démocratie athénienne. C'est totalement différent. Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte à partir de 1789, c'est qu'on va assister à une autre raison de l'octroi de la nationalité par l'acceptation des principes révolutionnaires. Et on peut dire dans une certaine mesure que cette démocratie est une démocratie au nom du droit du sol, mais au nom de l'idéologie acceptée ou non. Donc deviennent, à partir de ce moment-là, français, ceux qui acceptent les principes révolutionnaires. Les autres qui n'acceptent pas, vous savez ce qui est arrivé pour beaucoup d'entre eux. Et on y est toujours. Et c'est comme ça, je vais me répéter, mais enfin je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui, je vais me répéter. On a un exemple absolument frappant par la naturalisation d'un certain Anarcharsis Klotz, qui était un juif prussien, qui a été fait citoyen français par la Convention pour avoir écrit un livre qui s'appelle « La République universelle ». Donc voilà, déjà à l'époque, pour ces démocrates de l'époque, la justification pour l'octroi de la nationalité française
été l'acceptation des principes révolutionnaires déjà internationalistes et mondialistes. C'est donc, vous voyez, vous allez voir la logique, c'est donc au nom de ce qu'ils appellent les valeurs de la République, dont ils ne cessent de se gargariser, que s'est développée cette notion de nationalité qui tourne le dos à notre héritage national pour créer un homme nouveau, détaché de son passé et édifié sur une conception abstraite de l'homme. C'est une conception idéologique et non plus charnelle, internationaliste, antinationale, dont nous voyons aujourd'hui l'aboutissement en marche vers le métissage universel. À une exception près, celle du peuple juif, le peuple le plus raciste au monde. Et désormais, on rentre ainsi dans une société formatée au nom de concepts utopiques qui ne tiennent aucun compte de la réalité ou du besoin de l'homme de se reconnaître dans un héritage national, religieux et culturel. On aboutit ainsi à un type de citoyen déconnecté de son passé, déraciné, prêt au grand métissage mondial. Un simple consommateur d'idées, de produits, prêt au grand formatage qui doit être l'aboutissement de cette République universelle qu'annonçaient les conjurés de la Révolution dite française. Et ainsi, au nom de la prétendue unité mondialiste, elle n'est qu'un effacement des caractéristiques nationales, religieuses, artistiques, et jusque sexuelles par la théorie du genre. Et vous voyez comment les peuples, les individus, sont privés de toutes leurs racines, y compris sexuelles. On comprend que dans cette optique, le droit du sang ne pouvait que disparaître, car c'était un obstacle au grand métissage voulu dès les prémices de la Révolution. Ainsi, la démocratie issue des conceptions utopiques de 1789 est quand même à l'opposé de la conception athénienne, qui, elle, était une conception élitiste du fait du sang de ses citoyens. Et pourtant, même cette démocratie athénienne, déjà limitée du fait de l'origine homogène de ses citoyens, n'échappait pas à la tare commune de toutes ces démocraties inorganiques basées sur le vote. Du fait de l'instabilité, des parlottes continuelles, et vous savez ce que je dis de la démocratie inorganique en général, c'est une guerre civile perpétuelle, d'une élection à une autre. Les peuples, du fait de ce système, sont constamment en guerre civile contre eux-mêmes. La nation est divisée contre elle-même. Et d'ailleurs, regardez, si vous êtes un petit peu, soit vous avez bonne mémoire de ce qu'on vous a peut-être enseigné à l'école, rappelez-vous les démêlés d'Athènes avec ses voisins, c'était Sparte, la Macédoine, Troie, ça n'a pas nécessairement tourné à l'avantage de la démocratie athénienne, parce que c'était un pouvoir faible face à des pouvoirs forts. Donc, la caractéristique et le vice intrinsèque de la démocratie, c'est son instabilité inhérente à son fonctionnement. Même élitiste, en fonction même du droit du sang, comme le faisaient les Athéniens.
C'est donc, dès le départ, il y a un vice intrinsèque qui est celui de la conception démocratique. Alors, il faut remarquer quand même qu'après les premières folies de la Révolution, en 1804, le Code civil rétablissait la primauté de la filiation paternelle, c'est-à-dire le droit du sang, jus sanguinis, et la définition me semble tout à fait claire, parfaite, concise. Citation, « La nationalité est désormais un attribut de la personne, elle se transmet comme le nom de famille par filiation. » Tout est dit. Tout est cadré. La Restauration confirmera ce critère d'acquisition de la nationalité et le droit du sang primera à nouveau. Notons qu'il sera quelque peu malmené à l'instauration de la Troisième République par le gouvernement Thiers, et l'on allait constater à nouveau la nocivité de cette notion de nationalité basée sur le droit du sol. Et je fais allusion au fameux et nocif décret Crémieux, qui donnait unilatéralement et uniquement aux Juifs d'Algérie la nationalité française. C'était en fait un droit du sol, puisqu'ils étaient juifs en Algérie, département alors français, donc ils étaient français. Eh bien non. Et puis alors, l'injustice par rapport à la partie musulmane, qui, elle, était traitée en citoyen de seconde zone, et vous savez ce que j'ai pu en dire dans mon livre, le nationalisme français. Donc voilà, de façon détournée, comment cette Troisième République judéo-maçonnique, comme vous le savez, allait contourner le droit du sang qui avait été pourtant réinstauré pour pouvoir donner la nationalité française aux seuls Juifs d'Algérie. Et bien entendu, nous voyons tous les jours un peu plus les conséquences de cette conception du droit du sol par l'attribution de la nationalité française à tout étranger, quel qu'il soit, pour peu qu'il soit né sur le territoire national. Sans même qu'il y ait une demande, qu'il l'ait mérité ou pas mérité, c'est automatique. Alors, je voudrais tout de même qu'on s'entende bien sur un point. Ce n'est pas le problème de la naturalisation qui, nous, nationalistes, nous dérange, nous pose un problème. On peut parfaitement accepter bon nombre d'étrangers, de quelque origine qu'ils soient, mais sous un certain nombre de conditions. Premièrement, il faut qu'il en soit digne. On ne distribue pas la nationalité comme ça. Il faut donc qu'il y ait une étude préalable sur ce qu'est cette personne, qu'est-ce qu'il peut apporter à la communauté nationale, s'il en est digne, et en fait, ce n'est pas un cadeau, ça doit être un honneur. Eh bien, on en est quelque peu éloigné par les temps qui courent, où on vous fabrique des citoyens français à l'appel au fur et à mesure de l'immigration légale ou soi-disant clandestine. Je vous ferai remarquer une chose qui est, depuis la crise du Moyen-Orient et l'afflux des migrants, comme on dit, on ne vous parle plus de l'autre immigration, celle d'Afrique du Nord et de l'Afrique noire, qui continue à arriver par dizaines de milliers chaque année. On n'en parle plus, comme si elle n'existait pas. Comme ça, cette immigration peut continuer à nous coloniser, mais on pointe du doigt les migrants, qui d'ailleurs font tout ce qu'il faut pour se faire remarquer de façon quelque peu détestable. Donc vous voyez comment, toujours, on est en pleine tromperie. On vous masque une immigration massive, réelle, à l'abri d'une immigration autre qui ne fait que se rajouter à cette immigration déjà préexistante depuis des dizaines d'années.
et notamment exacerbée, accentuée depuis Nicolas Sarkozy. Alors, comment se fait-il que l'on vive maintenant sous le régime de la nationalité au nom du droit du sol? Eh bien, encore une fois, on constate que c'est la patte, la main cachée de la maçonnerie, en l'occurrence le Grand Orient de France, qui l'a imposé. J'ai la loi ici, la loi numéro 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui écartait le droit du sang au bénéfice du droit du sol, avec la naturalisation automatique de toute personne pour autant qu'elle soit née sur le territoire national, et je répète, sans même qu'elle en ait fait la demande. Et là encore, je ferai remarquer que ces grands démocrates qui nous gouvernent ont imposé cette loi sans la moindre consultation populaire. Alors, voulez-vous me dire où est l'autorité du citoyen en démocratie? Avec l'interdiction des corporations et des corps intermédiaires par la loi d'Isaac Le Chapelier et les décrets Allard de 1791, la Révolution avait porté un coup absolument fatal à la véritable souveraineté du citoyen. Parce qu'en fait, avant cette interdiction, qui a été un des tout premiers gestes de la Révolution triomphante, comment se faisait l'élaboration du vote, de la vie du citoyen? Elle se faisait par proximité, en fonction de son travail, de ce qu'il vivait dans sa commune. Donc il prenait une décision sur des sujets qu'il connaissait directement par ses activités. Or, dorénavant, depuis la Révolution dite française, le citoyen va devoir donner un avis sur des choses qu'il ne connaît désormais qu'au travers de ce qu'en disent les médias. Vous connaissez, enfin, ceux qui viennent régulièrement savent très bien quelle est la démonstration que je fais à ce niveau-là. Qui tient les médias? Eh bien, qui tient les médias tient le vote du citoyen. C'est mathématique. Qui tient les médias fabrique la cervelle de papier, j'ose dire, on disait ça du temps de la presse écrite, maintenant c'est audiovisuel, tient le vote du citoyen. Et on se rend compte à quel point c'est imparable, il n'y a qu'à voir le renversement qui s'est produit lors des dernières élections régionales, avec notamment en ce qui concerne Marine Le Pen et Marion Maréchal, très largement en tête au premier tour, et puis basculement au deuxième tour, parce que les médias et tout le corps politique de la droite libérale à la gauche ont fait peur aux bourgeois que le programme social, économique du Front National allait les ruiner. Comme si les libéraux et les socialistes n'étaient pas largement capables de les ruiner. Et ils sont beaucoup plus efficaces là-dedans que dans le règlement du chômage. Donc, vous voyez tous ces exemples que je commence à vous donner, c'est pour vous amener à comprendre, bon, beaucoup d'entre vous ont compris depuis longtemps, bien entendu, que ce pseudo-droit de vote du citoyen, c'est une mascarade. C'est un pseudo-pouvoir qui ne repose que sur la perception qu'en a le citoyen au travers des médias. Et de ceux, bien entendu, qui sont derrière les médias. Je vais reciter un passage que j'affectionne particulièrement parce que c'est
c'est l'humour de l'histoire, si on peut dire, c'est ce passage de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, grand apôtre de la démocratie, qui disait ceci. C'est très curieux parce que c'est dans le même ouvrage où il chantait les louanges de la démocratie. Et voilà ce qu'il disait dans un éclair de lucidité. S'il existait un peuple de Dieu, le gouvernement, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. C'est tout de même remarquable comme diagnostic. Eh bien, croyez-vous que ceux qui nous gouvernent auraient l'honnêteté de citer cette phrase? Non, parce qu'ils vivent de cette escroquerie. Alors, on nous dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple où le gouvernement où le peuple exerce sa souveraineté. Bon. Mais alors, comment peut-il exercer sa souveraineté en étant, comme disait Montesquieu, à la fois souverain et sujet? Un problème. Ça ne colle pas. Donc, il est obligé, dans ce système démocratique inorganique, de déléguer sa souveraineté, ou soi-disant telle, en des délégués, qu'on appelle des députés. Et alors le problème, c'est que si les députés trahissent la volonté du peuple, où est la souveraineté du peuple? Encore une fois. Et on retombe toujours sur cette constatation qui tient la presse, tient le vote. Je voudrais vous citer cette constatation de Joseph Proudhon. Proudhon, qui a été un socialiste français de la fin du XIXe siècle, socialiste mais non marxiste, quelque peu antisémite d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, comme Toussenel entre autres. Voilà ce qu'il avait constaté au spectacle de l'Assemblée dite nationale. Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle l'Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. Comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon que l'on élit, le peuple élu trompé, élit les plus incapables, les plus nuls. Étonnez-vous après des résultats. Donc c'était la constatation que ce sont les plus incompétents qui sont élus. Et d'ailleurs, une chose qu'on remarque, commençait à remarquer à partir de la Révolution dite française, c'était pour la plupart des gens qui avaient raté dans leur profession, des avocats ratés. Et on retrouve ça dans notre... Regardez, Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a eu comme carrière d'avocat? À part le poste que lui a donné Pasqua dans l'Union Corse, organisation mafieuse, comme avocat, et quasiment tout le personnel politique, qu'il soit de la droite libérale ou de la gauche si vous préférez, ce sont des ratés de leur profession. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette constatation de Proudhon? Sinon, une question à laquelle il faudra tout de même bien répondre un jour. La démocratie telle qu'issue de l'idéologie de 1789 est-elle viable? Est-elle viable? Je dois dire qu'à près de 3 siècles de distance et d'expérience, la réponse est non. Et nous vivons sur un mensonge constant imposé aux gens qui se croient libres avec leur petit bulletin de vote.
Je voudrais citer aussi cette constatation de l'historien Sainte-Beuve, aussi à la fin du XIXe siècle, devant la naissance de la grande presse dite d'information. Et il a très bien ciblé le problème. L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. Et c'est là tout le problème de l'information, encore une fois. Le citoyen n'est pas nécessairement taré, si vous voulez, constitutionnellement, il est trompé. Donc, pour peu qu'on lui donne des bases fausses, il va en toute honnêteté conclure de façon fausse. Une autre tromperie qui découle des sophismes de 1789 est celle de la devise maçonnique liberté, égalité, fraternité. Elle est trompeuse qu'elle ne correspond en rien à la réalité démoplutocratique où l'argent et les lobbies détiennent réellement le pouvoir. Alors, à la limite, on pourrait dire, oui, cette devise, en fait, s'applique aux francs-maçons entre eux. Liberté pour les maçons, égalité entre les maçons, fraternité entre les maçons. Eh bien non, même pas. Même pas. Il n'y a ni liberté, ni fraternité, ni égalité entre les maçons. Et je vais vous donner quelques citations pour vous montrer la réalité des choses. Ce texte, rapporté par le franc-maçon Ragon, que j'ai cité dans mon livre La maçonnerie, c'est dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire le bas de l'échelle de la maçonnerie. Voilà ce qu'il disait. Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur toute la surface du globe. Mais alors, où est la liberté du maçon ? S'il cesse de s'appartenir, où est la liberté du maçon ? Et ainsi, contrairement à un citoyen qui adhère à un parti dont il croit connaître le programme, l'apprenti maçon qui rentre en maçonnerie signe un chèque en blanc. Il rentre dans une structure qui le tient pour quelqu'un qui n'a plus sa liberté et qui, dans les propres textes maçons, dit « Vous, mon petit bonhomme, vous ne vous appartenez plus, vous êtes à moi. » Et je dirais que c'est là un discours satanique. Il n'est plus libre et il a renoncé à sa liberté en croyant le devenir. C'est un comble. Il y a un autre texte aussi qui est fondamental pour comprendre ce qu'est la maçonnerie et la liberté du franc-maçon, dans son ouvrage Morals and Dogmas, que là aussi j'ai largement cité dans mon livre La maçonnerie. Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. Intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Leur vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie. Mais alors, où est l'égalité, même entre maçons dans cela ? Si
un haut dignitaire de la maçonnerie comme Pike vous dit, à certains, on ne dit pas la vérité, c'est-à-dire au bas degré. Ce n'est réservé qu'à l'élite de la maçonnerie. Donc là non plus, il n'y a même pas d'égalité entre francs-maçons. Alors on pourrait dire, bon, il y a quand même la fraternité entre francs-maçons. Ah bon? Ben voyons ça de plus près. Dans les recommandations aux frères enquêteurs, parce que vous savez qu'avant qu'un candidat maçon soit accepté, il y a 2 frères enquêteurs qui sont envoyés pour l'étudier sur ses idées, son type de famille, il accepte telle ou telle chose, par exemple, est-ce qu'il est pour l'euthanasie, l'homosexualité, des choses comme ça. Donc on commence à cibler le personnage pour voir s'il est compatible ou pas. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est que dans les recommandations aux frères enquêteurs, il est bien dit, ils doivent s'entourer de toutes les garanties, même poussées à l'exagération, avant d'accepter un profane. Et puis, les profanes sont prévenus en cas de supercherie que la maçonnerie, je cite, ira même jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leurs personnes. Oui, la fraternité maçonnique là-dedans. Donc vous voyez, liberté, égalité, fraternité, même entre maçons, n'existe pas. Alors vous imaginez pour le commun des citoyens. Et ainsi, on constate que la fraternité est soumise implacablement à l'obéissance. Si le maçon obéit, alors là, oui, il peut y avoir une fraternité. Oui, sa liberté, encore une fois. Vous voyez comment il est bon de démonter les choses, les mots, chercher ce qu'il y a derrière la signification d'un mot. Alors, je vais encore signaler le comportement de certains catholiques de nos milieux et faire allusion à un certain Bernard Anthony, que vous connaissez un petit peu, catholique, plutôt marane, démocrate éclairé, comme il l'a dit dans un de ses livres, qui, entre autres, occultation de la réalité maçonnique, notamment l'origine kabbaliste et luciférienne des hauts degrés, a sorti cette perle, si j'ose dire, niant premièrement l'origine maçonnique de la devise liberté, égalité, fraternité, et disant ceci. La maçonnerie, on le sait, ah bon, ne fut pour rien dans la genèse de la propagation de cette devise, dont les 3 mots peuvent être d'ailleurs compris en une parfaite doctrine catholique. Et voilà, liberté, égalité, fraternité, devise maçonnique, revendiquée par les francs-maçons, baptisée par un certain Bernard Anthony. Et étonnez-vous que nos milieux soient aussi ignares sur les sujets qui les concernent directement et qui les amènent là où nous sommes. Ils nous amènent avec eux. Il y avait eux qui pouvaient en pâtir, je dirais tant pis pour eux, mais le problème c'est qu'ils nous entraînent avec. Et c'est curieux de voir la proximité entre cette déclaration d'un Bernard Anthony avec celle d'un Henri de Lesquen. Quand dans sa lettre du Club de l'Horloge numéro 40, il nous disait froidement « La Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française. » Donc nos rois n'y ont été évidemment pour rien. Je rappellerai qu'un certain Jean Baudin, je crois que c'était aux
aux alentours du XVIe siècle, avait déjà parlé de la nation française, qu'un certain Louis XIV, au personnage mineur de notre histoire, comme chacun sait, disait l'État c'est moi. Donc il n'y avait pas de nation française avant 1789. Et voilà les âneries ou perversités que des gens de nos milieux qui trompent à longueur d'émissions à Radio Courtoisie enseignent au bon public de la droite dite nationale. Étonnez-vous après. Alors, petite parenthèse, parce que ça vaut vraiment le détour. Vous savez, vous ne savez pas, enfin, si vous êtes allé sur les liens sociaux, vous auriez dû vous amuser un petit peu. C'est que, à la suite de mon entretien récent dans Rivarol, le sieur Henri de Lesquen Duplessis-Cassot a osé nier qu'il était l'auteur de cette déclaration. J'étais prévenu par bon nombre d'amis qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui m'ont alerté pour me dire voilà ce qu'il a déclaré. Alors j'ai répondu en disant bah, écoutez, puisque vous niez, je vous ferai remarquer, premièrement, c'est signé en bas de votre article de votre nom, et deuxièmement, en première page, là où se trouve votre déclaration, il y a aussi votre photo. Et c'était sur Facebook, et je terminais, bon, je vous passe toutes les amabilités qu'il m'a envoyées, vous pourrez me poser la question tout à l'heure si ça vous amuse, et je le mettais en demeure, étant donné qu'il niait la paternité, d'un débat public avec publication, démonstration par le texte lui-même que j'ai en ma possession. Et alors, après toute la bordée d'injures qu'il m'avait envoyées, oh, il y avait de tout là-dedans. Que d'abord que ma mère était musulmane parce qu'elle était née en Égypte, et pour ça que j'étais un agent islamique, que j'étais pas Ploncard d'Assac, mais de sac et de cordes. Enfin, invraisemblable, c'est un... On disait ce matin aura des pâquerettes, c'est vous qui aviez fait, je crois, la remarque aura des pâquerettes, et j'avais dit non, pauvre pâquerette. Donc voilà. Donc, à partir du moment où j'ai mis Lesquen, Duplessis-Cassot, en demeure d'un débat public avec production du texte, silence, il doit être très occupé en ce moment. Et je répète, ce sont ce genre d'individus, avec des Bernard Anthony et autres. Maintenant, on a la bulle Choprade qui commence à éclater. Rappelez-vous que j'ai été le premier à sortir le document comme quoi il était franc-maçon. Il doit y avoir 1 an et demi et des poussières. Ceci explique cela. Donc vous voyez comment nos milieux sont travaillés de l'intérieur par des compagnons de route qui trompent le public. Vous comprenez, avec ces différents exemples, que pour que la démocratie puisse fonctionner, il faut que le citoyen soit trompé. Parce que si le citoyen comprenait ce qu'il y a derrière tout cela, eh bien tout ce petit public qui nous gouverne serait balayé en un temps trop mouvant. Donc, la démocratie repose sur le mensonge. Et un autre aspect de ce mensonge est palpable par la notion que le système donne que les lois doivent évoluer parce que la société a évolué, alors que c'est le contraire. Donc vous voyez l'inversement de la proposition. Et
une certaine Simone Veil l'avait dit crûment, cyniquement, dans une déclaration au Times de Londres le 3 mars 1975. Ça fait partie, cette déclaration fait partie des textes que je ressors régulièrement parce que ce sont des bornes, ou des bornes pour expliquer l'évolution de la situation. Voilà ce qu'elle disait. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Et on comprend très bien la démarche parce que, à partir du moment où une loi devient légale, évidemment, une loi c'est légal, mais c'est que pour le public, ce qui devient légal devient licite. D'où tous les comportements anormaux que l'on constate aujourd'hui dans notre belle démocratie. Donc, vous voyez, c'est par le biais d'une loi, sous prétexte que cette loi a été faite ou changée ou a évolué en fonction de la soi-disant évolution de la mentalité de la société. C'est tout le contraire, ce sont des lois qui sont préparées d'abord par des campagnes de presse. Qui tient la presse tient le vote du citoyen, j'y reviens encore, pour pouvoir justifier justement de la fabrication de nouvelles lois qui vont faire évoluer les choses encore plus loin jusqu'à l'étape suivante. Un autre du même genre, Dr Pierre-Henri Simon, de même origine que Simone Veil, grand maître de la Grande Loge de France, dans son livre de la vie avant toute chose, se vantait que toutes ces modifications, donc ces lois, de la législation, avaient été étudiées et préparées de longue date en loge. Je regrette beaucoup si ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est la maçonnerie n'ont pas compris. Il faudra qu'ils me demandent des cours particuliers. Et telle est la spontanéité démocratique de l'évolution des mœurs. Et évidemment, il en est des lois comme des élections, puisque l'élection a pour but d'amener au pouvoir des gens qui seront, eux, chargés de fabriquer ces lois qui, à leur tour, vont faire évoluer la société encore un peu plus loin. Et tout est là dans cette démocratie inorganique, puisque on voit apparaître brusquement des hommes politiques qui nous sont fabriqués par la publicité médiatique comme de vulgaires marques de savon, de savonnette, de lessive, ce que vous voudrez, qui sortent de nulle part et dont on commence à nous chanter les louanges. Ça a été vrai pour Sarkozy, ça a été vrai pour Valls, et maintenant il y a un dernier venu, et là ça risque d'être amusant, c'est Emmanuel Macron. Mais alors, petit Macron, là, il va avoir des problèmes avec Valls. Ou Valls va avoir des problèmes avec Macron, comme vous voulez. Mais ce sont des gens qui apparaissent brusquement comme ça. D'où sortent-ils? C'est-à-dire qu'à un moment donné, étant donné qu'un candidat précédent est quelque peu brûlé, je dirais que c'est le cas d'un certain Sarkozy aujourd'hui, alors je ne vous dirais pas qu'on nous sort un nouvel étalon, parce que Alain Juppé, c'est pas tout à fait un nouvel étalon, c'est plutôt un cheval de retour. Donc voilà la démocratie. Voilà la démocratie en démonstration. Tout est basé sur le mensonge. Et rappelez-vous le mot du gaulliste Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il était l'héritier du mensonge gaulliste.
Rappelons que c'est Pasqua qui a été le parrain de Sarkozy, parrain à tous les sens du terme. Vous m'avez compris. Tous les sens du terme, puisque Sarkozy a été avocaillon de l'Union Corse, qui était une organisation mafieuse. Et alors, petit rappel de similitude, où je vous ai compris, l'Algérie, c'est la France proclamée par De Gaulle, est venu par la suite, je serai le président du pouvoir d'achat des Français, de Sarkozy. Hollande a fait du copier-coller quasiment la même chose. Bon, on voit les résultats, effectivement. Point de vue emploi, oui, merci, ça va très bien. On pourrait les exporter. Donc voilà, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Un autre exemple encore. Le discours de Sarkozy à Toulon, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était le public qu'il ciblait, c'était les pieds noirs et les harkis. Alors, quoi, on a été injuste envers vous, et patati, et patata, etc., etc. Ah bon? Oui, mais alors, si curieux, c'est que pas plus tôt il a été élu que la stèle qui avait été érigée à Marignane en commémoration des pieds noirs et des harkis a été détruite. Officiellement. Pas des casseurs. Officiellement, elle a été enlevée. Vous voyez la correspondance entre les promesses et la réalité. Et puis prenez aussi le discours du Latran de Sarkozy, qui avait fait frémir de plaisir les bien-pensants. Ça s'est traduit par quoi? Suppression du dimanche chômé, tout de même vieux symbole de la chrétienté. Et puis, à la rentrée 2010, l'enseignement à l'école, à la compréhension de l'homosexualité. Et à la rentrée 2011, la théorie du genre. Ce ne sont pas les socialistes, non. Ce sont les libéraux, la droite bien pensante qui l'ont élu, qui ont fait passer ça. Et je recommande à votre attention aussi un certain Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, qui a été le maître d'œuvre, et que l'on voit se prélasser sur les ondes, donnant les leçons de politique aux socialistes. Puis rappelez-vous aussi les rodomontades de Sarkozy au Karcher. Et plus il parlait de Karcher, plus il rentrait d'immigrés en France. Quelle efficacité! Et puis là, etc., etc. De toute façon, vous avez ça, bon, il n'est pas là, je crois, aujourd'hui, vous avez ça dans ma plaquette, Sarkozy ou la mort programmée de la France. Je crois, parce que c'est un petit ouvrage qui a été énormément vendu, on a vendu énormément, que ça a participé à cette méfiance qui s'installe de plus en plus envers Sarkozy. Et j'assume, responsable et coupable. Autre aspect de l'aliénation du citoyen dans cette démocratie inorganique, le fait que selon le type de scrutin ou de découpage électoral, on aboutit à des résultats différents. Curieux ça, mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie alors? Un même vote d'un même citoyen peut avoir un sens différent selon le mode de scrutin? Ça colle pas là, il y a un vice. Il y a un vice, oui, il y a un vice. Et regardez encore comment, lorsque, par hasard, les citoyens rendent un verdict, pour une fois intelligent, on s'empresse, le pouvoir politique s'empresse de le faire revoter jusqu'au moment où ceux qui sont derrière le pouvoir obtiennent le résultat qu'ils veulent. Ça vous rappelle quelque chose, ça, je crois? La Constitution européenne.
que ce malheureux Chirac avait eu la naïveté de mettre au vote par référendum, rejeté par le peuple français. Et que s'est-il passé après? Eh bien, certain Nicolas Sarkozy a réintroduit exactement la même chose sous le nom de traité de Lisbonne, mais la petite différence, ou un détail, c'est qu'au lieu de faire passer la décision du vote par référendum, c'est passé au travers du vote des parlementaires, ce qui veut bien dire que les parlementaires ne représentent pas leurs électeurs, puisque leurs électeurs avaient voté pour la chose contraire. Donc vous voyez, exemple après exemple, ce qu'est la démocratie sous laquelle nous vivons, cette démocratie inorganique. Eh bien, il n'y a pas que les Français. Les Irlandais ont refusé eux aussi. Qu'à cela ne tienne, on les a fait revoter jusqu'au moment où ils ont voté correctement. Et les Slovaques aussi avaient quelques réticences à traiter ce traité européen. Oh, mais il suffit de faire des promesses, là encore. C'est pas grand-chose, d'ailleurs. On leur a promis qu'ils n'auraient pas remboursé les indemnités qu'ils devaient à tous les Allemands qui avaient été expulsés après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, Mme Merkel, au lieu de réagir, elle n'a rien dit. Imaginez ce que c'eût été s'il s'était agi d'avoir juifs. Mme Merkel, je n'en doute pas, aurait citoyennement réagi. Vous voyez cette belle démocratie, quand même. Et puis les Suisses, c'est pas tellement ancien ça non plus, ont voté contre les minarets. Rappelez-vous la levée de bouclier mondiale, et en Suisse aussi. Le gouvernement suisse, horrifié de ce vote citoyen, c'est vrai pour une fois, des Suisses, disant qu'il fallait les faire revoter parce que c'était inadmissible. Mais oui, où est l'autorité, liberté du citoyen si à chaque fois qu'il vote dans un sens et que ce n'est pas le bon sens voulu, on le fait revoter jusqu'au moment où il vote correctement? Où est sa liberté et son autorité? Et puis aussi, on peut se pencher un petit peu sur le problème d'une certaine opposition dite nationale, avec M. Jean-Marie Le Pen, par exemple. Rappelez-vous son texte. Et au moment, avant des présidentielles 2007, c'était le 6 avril 2007, sur la dalle d'Argenteuil. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Je vais vous le citer. Il disait « Il n'y a pas de beurritude. Pour moi, vous n'êtes ni des potes, ni des blacks, ni des beurs. Vous êtes des citoyens français, des enfants légitimes de la France, faisant partie de notre République. Vous avez les mêmes droits et devoirs que nous tous, comme la préférence nationale, car seul vous pouvez parfaitement comprendre pourquoi il est urgent de l'appliquer. Vous devez contribuer au redressement de la République française. » La France, c'est quoi? Ah non, il n'y a pas de France, il y a la République française. Est-ce que vous vous rendez compte de la signification de ce texte? C'est une trahison. D'où le titre de mon livre, Histoire d'une trahison qui concerne Le Pen père. Là-dedans, droit du sang, il n'en est pas question. Il accepte le droit du sang. Et en fait, c'est l'éternel, une des éternelles tares de cette démocratie, de ces hommes politiques qui, pour arriver, croient qu'ils vont pouvoir allier des votes contraires. Obsédé par le vote musulman, puisqu'il y a de plus en plus de Français d'origine français de papier, il a voulu sortir cette petite phrase pour leur dire « votez pour moi ». Est-ce que c'est ça
un homme politique dans le bon sens du terme. Et rappelez-vous, ce n'était pas la première fois qu'il se rendait coupable de ce genre de phraséologie. Déjà, devant l'Assemblée nationale, le 28 janvier 1958, était à l'adresse des Algériens. La France a besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la France. Fameuse jeunesse. Alors, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais étonnez-vous si de génération en génération d'afflux de cette immigration criminogène, parce que je regrette beaucoup, tous les terroristes dont on nous parle aujourd'hui, ils sont tout de même issus de cette immigration. Et alors, n'y a-t-il pas quelque chose qui vous surprend là-dedans? Quand on constate qu'il y a une population exogène qui est potentiellement criminelle, ne serait-il pas normal de couper les vannes, empêcher l'afflux continu de cette population? Eh bien non. Et encore, et encore, et encore, parce que cela fait partie du plan mondialiste de métissage, de submersion de notre héritage national et religieux et artistique par des populations qui n'ont absolument rien à faire avec, et je dirais de façon très triviale, qui n'en ont rien à foutre. Et voilà comment nous sommes gouvernés pour notre destruction. Et ainsi, vous constaterez que cette démocratie inorganique évolue du sophisme démocratique à la dictature médiatique par ceux qui en tirent les ficelles. Il n'y a pas de souveraineté populaire, mais dictature occulte des lobbies. Une notion supplémentaire du peu de valeur du bulletin de vote et donc de l'avis du citoyen, cette déclaration de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, le 17 décembre 2008 à l'École polytechnique. Ça fait partie des quelques citations que je rappelle régulièrement parce qu'elles sont fondamentales à connaître et à faire connaître. Le métissage n'est pas un choix, c'est une obligation. Nous devons changer et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionne pas, il faudrait que la République passe alors à des méthodes plus contraignantes encore. Il faudrait que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Vous avez compris? Où est la liberté du citoyen? Il n'a pas eu le temps de le réaliser, mais les socialistes s'en chargent très efficacement. Donc voyons maintenant les leçons à tirer des dernières élections régionales. J'y ai un petit peu fait allusion tout à l'heure, mais je pense qu'il est bon d'y revenir. Certains s'étonnent que les candidats du Front National n'aient pu être élus, bien qu'arrivés nettement en tête au premier tour, tels Marine Le Pen et Marion Maréchal, je dirais surtout, et ils en tirent une curieuse thèse. Ce serait la preuve, je cite, que le Front National ne parviendra jamais à percer le plafond de verre. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a inventé cette formule de plafond de verre, comme si les jeux étaient faits, que le processus s'arrêtait là. Le combat continue, j'en regrette beaucoup. Et quand on voit la progression constante du Front National, et Dieu sait si je ne suis pas sur certaines positions du Front National, vous savez très bien, beaucoup d'entre vous, parce qu'on en a discuté souvent, pour nous, le Front National doit être
un explosif pour faire sauter le système. Et le système l'a très bien compris. C'est pour ça que ça a été l'audience au nom du signe de détresse maçonnique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Mais c'est un signe maçonnique qui veut dire « à moi, les enfants de la veuve ». Mais authentique, c'est pas une plaisanterie. Ils ont fait ça. Et vous avez vu ce pacte républicain, où Valls est allé jusqu'à saborder les candidats socialistes, à leur faire harakiri pour que cette droite libérale arrive à distancer les candidats les mieux placés du Front National. Mais c'est fabuleux. Nous, ça ne nous surprend pas, parce que ce n'est pas la première fois, mais là, c'est tellement encore plus visible que d'habitude, que c'est tout de même très intéressant à observer et à faire observer et comprendre. Et alors, là encore, action-réaction, comment est-ce que les Valls, la droite libérale, avec les médias, et bien entendu ceux qui sont derrière tout ça, ont réussi leur coup? Vraiment par un raisonnement primaire, mais primaire de basique de basique. On a dit à tous ces braves gens qui ne s'étaient pas en principe déplacés au premier tour, ou bien qui peut-être avaient voté pour le Front National au premier tour, mais on leur a fait peur, en disant qu'avec la sortie de l'Europe, de l'euro, le programme économique du Front National, que la France allait être la risée du monde, que la France allait être isolée. Et puis surtout, avec ce programme économique, vous allez être ruinés. Et alors là, le bon bourgeois de base, ah, mon portefeuille, ah, et comme un seul homme, si on peut dire, ou une seule femme, je m'excuse mesdames, eh bien, ils ont voté pour le candidat du pacte républicain. Mais alors, observez bien une chose. Quelle est la différence, ou si vous préférez, quelle est la similitude, entre un Xavier Bertrand et un Valls, un Cazeneuve et tous les autres? Il y a une différence? Oui, l'étiquette. Et derrière l'étiquette, est-ce qu'il y a une différence? Non, il n'y en a pas. Ils sont tous du Grand Orient. Ah, comme c'est curieux. Ah, mais votre ami, là, que vous invitez à vos soirées, vous entendez bien entre vous comme ça. Mais elle n'a pas voté, ou lui n'a pas voté pour le Front National parce qu'il a eu peur. Est-ce qu'il sait, lui, quel est le commun dénominateur entre les Xavier Bertrand et les autres? Il ne sait pas, le malheureux. Et même s'il le savait, est-ce qu'il en tiendrait compte? Ou est-ce qu'il aurait tellement peur pour son petit portefeuille qu'il croit encore à l'abri pour quelque temps? Et voilà comment les peuples sont manipulés. Et puis prenons l'exemple aussi d'un personnage que j'apprécie particulièrement, un certain Christian Estrosi, parce que comme gueule de faux cul, il est difficile de faire mieux. Ce type qui léchait les babouches d'un Le Pen à l'époque s'est retrouvé le héros contre le Front National, Marion Maréchal, etc. Et alors, observez bien ce qui s'est passé. Bon, alors, d'une part, il a eu évidemment l'appui de toute la gauche, enfin la gauche au pouvoir, mais aussi de toutes les institutions juives. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'avait proféré ce Christian Estrosi avant les élections présidentielles de 2007? Il avait dit que Nicolas Sarkozy est le candidat naturel des Juifs. Ah bon? Mais ça en dit long tout de même, ça, sur les deux personnages.
et qu'ont fait effectivement toutes les institutions juives de France et de Navarre, ont fait voter en bloc pour Christian Estrosi. Alors, connaissant les pesanteurs qu'il y a au Front National, et on est tous d'accord, si après tout ça, Marine Le Pen et un certain entourage autour d'elle ne comprend pas qu'ils sont cocus dans leur tactique de dédiabolisation, c'est embêtant. Mais en tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que, quelle que soit la composante du Front National actuel, elle est suffisamment dangereuse pour le système, pour que tous les éléments du système s'unissent pour faire battre ces candidats. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Et si vous n'êtes pas content de l'évolution du Front National actuel, par certaines composantes, mais vous n'avez qu'à y rentrer pour peser de l'intérieur. C'est pas compliqué. Au lieu de laisser la place aux autres. C'est pas compliqué. On ne pèse que le poids que l'on pèse. C'est un truisme, mais c'est comme ça. Et alors, et je vais arriver vers la fin de cette espèce de démonstration, je voudrais rappeler cet échange qu'il y a eu entre le grand maître du Grand Orient de France à l'époque, Fred Zeller. C'était à l'époque où Fred Zeller remerciait De Gaulle d'avoir réintroduit la maçonnerie et d'avoir remis à l'honneur le décret Crémieux abrogé par Vichy. Et rappelez-vous le mot de De Gaulle, répondant au remerciement de Fred Zeller, « J'ai rendu la République à la France, je ne vois pas pourquoi je ne lui rendrai pas aussi la maçonnerie. » Évidemment, c'est la même chose. Mais ça va encore plus loin. Dans un entretien à la revue Europe Parlement, à la question qui lui était posée, donc, à Fred Zeller, à quel parti appartiennent ces parlementaires francs-maçons? Fred Zeller avait répondu à tous. Et devant l'étonnement du journaliste d'Europe Parlement, qui continuait, dit mais lorsqu'un franc-maçon de François Mitterrand, de Jean-Jacques Servan-Schreiber rencontre un franc-maçon de De Gaulle, de Pompidou ou de Mesmer, qu'est-ce qu'ils se disent? Et le grand maître Zeller avait répondu, ils s'informent réciproquement, ils se renseignent mutuellement sur l'avenir, sur les différents problèmes politiques, économiques, sociaux que la franc-maçonnerie a d'abord étudiés. Puis, ils défendent au Parlement les positions prises par la maçonnerie. En d'autres termes, insistait le grand maître du Grand Orient, nos frères parlementaires sont chargés de transporter jusqu'au Parlement les données élaborées au sein de nos ateliers. Encore une fois, où est la liberté du vote du citoyen qui méconnaît totalement ces magouilles? Et telle est la preuve, par eux-mêmes, que j'ai démontré dans mon livre La maçonnerie, parce que tout ce que j'ai pu dire sur la maçonnerie, je l'ai fait à base des textes maçonniques et juifs. Donc on ne peut pas me mettre en défaut. C'est pas possible. On peut évidemment me traiter de menteur, mais encore faudrait-il démontrer. Mais ça, plus facile à dire qu'à faire. Donc, tel est le poids de la maçonnerie sur les décisions des partis démocratiquement élus par des citoyens qui, évidemment, sont à milieu de comprendre comment leur vote est détourné. Et il découle de cela
une notion fondamentale qu'il faut faire comprendre, c'est que l'appartenance à la maçonnerie prime sur l'appartenance au parti. J'insiste bien, l'appartenance à la maçonnerie prime sur l'appartenance au parti. C'est ainsi que sont imposées non seulement des décisions de vote, mais aussi par là même des législations mûries en loge, sans que le public se doute, quelque manière que ce soit, de ces ententes secrètes. C'est relativement un détail à côté. Qu'a annoncé Christian Estrosi dès sa victoire? Il s'est précipité vers ses frères de gauche pour leur dire « Mais ne vous en faites pas, qu'à cela ne tienne, je vais constituer un conseil des sages. » Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'il réintroduit dans le système local, dans sa région, des gens qui ont été battus par le suffrage universel. Encore une fois, le suffrage du citoyen, même si Marion Maréchal a perdu, mais n'empêche que les socialistes ont perdu aussi. Eh bien non, on les réintroduit dans le circuit. Donc vous voyez, l'unité, ce n'est pas l'unité des partis, c'est l'unité des partis au travers de la maçonnerie, encore une fois. Conseil des sages. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai intitulé cette conférence « La démocratie contre le peuple » ? Je pense que c'est flagrant. Alors, le problème, comme toujours, c'est pas tout de dénoncer, il faut proposer une solution. Eh bien, la solution, elle existe, elle a toujours existé. La solution, c'est de revenir à la vérité du vote du citoyen en réinsérant son vote dans les réalités qu'il appréhende directement. D'où la nécessité de revenir au système corporatif et aux cadres intermédiaires. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est à tel point que toutes les réactions nationalistes qui ont eu lieu dans la première moitié du XXe siècle, d'abord au Portugal, ensuite en Italie, en Allemagne, en Espagne, et ça aurait pu arriver en France avec l'État français, ça on pourra en discuter une autre fois, ont toutes, ayant eu la même critique de la nocivité du système démocratique inorganique, ont toutes eu la même solution, le retour au système corporatif et aux corps intermédiaires. C'est le seul moyen de redonner la vérité du vote aux citoyens. Il n'y en a pas d'autre. Et si, je reviens là-dessus, l'un des tout premiers gestes de la Révolution triomphante de 1789, si cher à M. Henri de Lesquen du Plessis-Casson, a été d'abolir les corporations, c'est que justement, il fallait que ce mode de consultation populaire disparaisse pour que puisse s'imposer l'escroquerie démocratique inorganique. C'est cette sage construction de la défense du monde du travail et de l'élaboration de l'opinion du citoyen sur les sujets qu'il appréhende directement par ses activités que la Révolution a sciemment détruite parce que c'était un barrage à ses ambitions. Le monde du travail et le corps national ne retrouveront leur assise que par ce retour aux vieilles formules
millénaires qui ont donné la stabilité au corps social jusqu'à la Révolution. Et vous savez la formule que j'aime bien citer et rappeler, qui d'ailleurs, c'est intéressant, m'apporte l'appui de plus en plus souvent de gens venant de gauche. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas de mauvaise foi à gauche. Il y a des gens qui comprennent pas. Ils avaient des illusions, ils ne comprennent pas, ils sont déçus. Et le discours social du nationalisme les attire. Et rappelez-vous, je reviens à ma formule, sans justice sociale, pas de solidarité nationale, sans solidarité nationale, pas de cohésion nationale, et sans cohésion nationale, pas de nation forte. Et c'est pourquoi, j'insiste encore une fois, tous ces régimes nationalistes qui se sont installés dans la première moitié du XXe siècle sont revenus à cette formule corporative de défense du monde du travail, qui constitue l'âme vive de la nation. Donc voilà la solution. Et il n'y a jamais de problème sans solution. Le problème, c'est que certains s'acharnent à masquer les solutions pour pouvoir continuer à prospérer. Merci de votre attention. Et vous qu'il n'y a pas des référendums sur la peine de mort, sur l'immigration, sur le mariage pour tous, parce qu'ils savent très bien que, malgré tout le matraquage médiatique, il y a de fortes chances pour que les Français rejettent. C'est la démonstration. A contrario, ils avaient fait voter pour Maastricht et pour le traité constitutionnel européen, dont tout le monde disait Schengen et compagnie. Que même des experts en droit, même pour eux, c'était un texte qui était incompréhensible. Alors, et c'est tout de même amusant, tout de même, la politique. Il y a comme une justice immanente, quand même. Regardez ce phénomène des migrants. Ce qui se passe en Europe centrale, même en Europe du Nord, puisque ça atteint la Pologne, la Suède, le Danemark, etc., et en Allemagne. Comment, du fait de cet afflux de migrants et des conséquences que cela entraîne, Madame Merkel est sur le point de sauter. Vous connaissez la vieille formule populaire que le diable porte pierre. Ben voilà. Il y a une logique dans les événements, dans les principes. Si le principe est faux, tôt ou tard, et rappelez-vous, c'est une de mes phrases aussi, que le propre des faux principes est de comporter leur autodestruction par les calamités qu'ils attirent. On y est. On y est. Nous savons simplement à accélérer le mouvement et à donner les solutions. C'est tout. Est-ce que vous auriez un livre à recommander sur le régime de Vichy? Sur l'origine de Vichy. Non, le régime de l'État. Sur le régime de Vichy. Bon, alors, il y a un chapitre qui est consacré dans le nationalisme français. Sinon, vous avez l'ouvrage en 2 volumes de Dizorny, mais là, c'est plus particulièrement sur Pétain. Mais là, dans le nationalisme français, vous avez tout un chapitre, justement, où j'ai voulu condenser ce qui était potentiellement faisable avec Vichy, qui n'a pas été fait, parce que il y avait les pesanteurs de tous les hommes de la Troisième République qui étaient encore, à commencer par les Laval, Chautemps et compagnie. Laval a été un personnage particulièrement nuisible. Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous le verrez dans mon bouquin. Oui, monsieur? Monsieur Concarnassac, bonjour, j'arrive de Bretagne, ça fait longtemps que je voulais participer. C'est gentil, merci. Mon emploi du temps l'a permis, j'en suis très heureux. Bonjour à tous. Le pape Léon XIII, qui n'est pas connu que pour le ralliement, il est aussi connu pour une encyclique, l'encyclique Rerum Novarum. J'ai appris il y a peu
dans un ouvrage à propos du père Maurice Zindel, un ouvrage écrit par un jésuite, le père Xavier de Boissière, si je n'ai pas de mémoire. Oui, c'est bien ça. Et donc, le père Xavier de Boissière rappelle que cette encyclique a été interdite de lecture dans les chaires des églises du nord de la France. Pas étonnant, c'était déjà le modernisme. Mais bien Partout, entendu. peut-être par certains qui, peut-être habillés en loden vert, hein, catholiques romains, mais peut-être pas jusqu'à un certain point. Et c'est en bonne partie pour ça que je suis là, et votre conclusion me touche particulièrement, c'est-à-dire nationaliste peut-être, catholique peut-être, mais enfin bon, c'est le portefeuille qui commande, quoi. Voilà. C'est-à-dire parce que le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, il n'y va pas de main morte. Ça n'a pas échappé à certains, manifestement, et si j'en crois, donc le père Xavier de Boissière, cette encyclique a été interdite de lecture, au moins en partie, dans certaines églises du nord de la France. Vous avez un texte là-dessus? Alors oui, le livre en question, je me ferai un plaisir de vous l'apporter. D'accord, d'accord, vous m'en faites les copies des bonnes pages. Très volontiers. Les bonnes pages, ça m'intéresse. Et je vous Alors attendez remercie. une chose. Florian, avez-vous votre portable photographe Le téléphone Oui, vous pouvez prendre une photo de l'assistance. Ça manque pour nos archives. Bon, alors là-dessus, qui est-ce qui a levé le droit pour une question? Oui, oui, après je... Oui, j'ai lu vous avez abordé la question de l'Église. Bon, j'ai lu dans le Figaro de ce matin, dans un article, une citation, j'ai du mal à parler, vous savez pourquoi, qui vient du Vatican. Les chrétiens sont néanmoins appelés à rendre hommage de leur foi en Jésus-Christ devant les Juifs avec humilité et délicatesse, en reconnaissant que les Juifs sont dépositaires de la parole de Dieu et en gardant toujours présente à l'esprit l'immense tragédie de la Shoah. Donc, ça veut Alors, dire ils sont dépositaires de la parole de Dieu. Ah bon, d'accord. Alors, la crucifixion, c'est quoi? Le Nouveau Testament, c'est quoi? Or, actuellement, on a l'impression que l'Église, avec ce clown de Bergoglio, est en train de connaître des mouvements, enfin des tremblements, si bien que la fraternité sacerdotale Sainte-Église annonce qu'il y a de plus en plus de contact avec elle. C'est-à-dire que cette espèce, donc cette révolution conservatrice à laquelle nous assistons, j'ai l'impression qu'elle commence aussi à toucher l'Église conciliaire. Non, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Et je rentre d'Allemagne, et je peux vous dire que la déculpabilisation, surtout en Allemagne, elle progresse. Et j'en suis très satisfait. Ah, mais je vous dis, l'histoire des migrants, ça va être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous savez, les vieux proverbes populaires, c'était une sagesse ancestrale. Mais on vit tout ça tous les jours aujourd'hui. Alors attendez, il y avait avant vous, il y avait madame, oui. Il m'est arrivé récemment de me voir recommander ou de trouver ce livre récent qui s'appelle Le complot contre Dieu, le mondialisme dévoilé d'un Johann Livernet. Oui. Je pense que c'est un A plus B, la preuve avec les preuves de tout ce que vous êtes en train de le dire. Et en plus, vous référez beaucoup aux principes révolutionnaires. Mais je pense que la révolution de 1789 n'était pas française. Mais qu'est-ce que je dis justement? Mais ça, vous le savez évidemment. Mais il y avait l'ambassadeur des États-Unis, Benjamin Franklin, était le grand maître de la Bien sûr, c'est lui qui a initié Voltaire à la loge des 9 sœurs, oui. Vous savez, tout ça est dans la maçonnerie. D'ailleurs, ce brave Livernet n'a fait que copier mon bouquin, ainsi que le complot mondialiste. C'est un pseudonyme, je pense. Pas du tout. Non? Pas du tout. Bon, monsieur, parlez plus fort. Et puis, pas de commentaires entre vous, vous ferez ça dehors après. Les ex-pays du RSS où eux ont réussi à garder, on va dire, leur, on va dire, religion traditionnelle. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a carrément dans les pays de l'Est un changement radical vis-à-vis de la politique européenne où les migrants, ça fait bouger énormément les lignes. Et je crois qu'on a beaucoup à espérer des pays de
Exactement, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, justement. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, depuis l'élection du nouveau gouvernement polonais, qui visiblement est en train d'évoluer comme le gouvernement hongrois. Je dirais que c'est quasiment du copier-coller, à la grande fureur des instances européennes. Et c'est un espèce, je regrette beaucoup, enfin non, je regrette pas, j'en suis très content, au contraire, c'est un espèce de nationalisme. Il retrouve instinctivement les vieilles recettes nationalistes. Donc ça va être intéressant à voir, et alors ça va avoir des conséquences géopolitiques aussi. Parce que rappelez-vous que la Pologne fait partie avec d'autres pays d'Europe centrale des bases américaines contre la Russie. Donc si la Pologne vire de bord comme la Hongrie, ça va être encore un échec pour la politique mondialiste des États-Unis. Et une chose que je vous demande de répéter autour de vous, il y a une chose fondamentale qui risque de faire écrouler, je dis bien écrouler, l'empire américain, c'est la politique de dédollarisation menée par Poutine. Non seulement avec les membres du BRICS, c'est-à-dire Brésil, les Indes, l'Amérique du Sud, la Chine, mais aussi des pays comme l'Iran, qui ne sont pas partie des BRICS, les pays d'Amérique latine, nombreux d'entre eux. Et observez bien une chose, vous êtes nouveau cette fois-ci, mais j'ai signalé à plusieurs reprises, et y compris dans notre lettre d'information, la politique, un curieux phénomène, enfin qui est curieux, qui est normal, je dirais, les quantités d'or que la Russie et la Chine achètent. C'est pas par plaisir de Shylock amassant les doublons en or, etc. C'est parce que l'or va être une arme de guerre. Imaginez qu'un jour, prochainement, la Russie et la Chine basent leur monnaie sur l'étalon or, imaginez ce qui va se passer pour le dollar. Il serait temps, non? Pardon? Je comprends pas. L'étalon or, il serait temps qu'on le retrouve. Ben oui, je le sais de tout mon cœur. On va retrouver l'étalon or. Il y a une chose qu'on voit dans la suite de ce que vous dites, là, concernant l'or, il y a une ordonnance du 20 2015. Il y a quoi? Une ordonnance du 20 2015 qui autorise les banques qui sont en faillite seront autorisées Je à connais. faire les comptes des épargnants. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on peut se faire prendre l'argent de côté. Tout à fait. Vous savez quelle est la devise, on prend l'argent où il est. Hein. Alors, c'est pour ça que je dis, mais sortez autant que possible des banques. Il faut trouver une autre solution. Alors évidemment, se mettre sur l'or, c'est bien gentil, mais ça ne rapporte pas, alors c'est embêtant. Mais d'un autre côté, ça garde sa valeur. Ça garde sa valeur, voilà. Ou alors dans l'immobilier. Ou alors dans l'immobilier. Ben, la banque c'est... Oui. Parlez plus fort. Je reviens sur le thème de la conférence au niveau de la universelle, de la démocratie. Est-ce que vous craignez, on va dire, dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, avec la vague massive des migrants, où on va dire qu'il y aura, sûrement des terroristes dans l'eau, que, on va dire, on nous supprime carrément la démocratie par une loi martiale. Mais c'est évident. Mais c'est évident, j'en ai parlé dernièrement. Attendez. C'est dans l'avant-dernier numéro, le numéro 169 de la politique, le titre était « La stratégie de la terreur ». Bon, le 11 septembre 2001, vous connaissez, bien entendu. Disons que, sans parler de l'affaire Gladio, tout ça j'en parle dans le complot mondialiste, ce sont des actes fondateurs de cette stratégie par lesquels des pouvoirs qui sentent leur assise démocratique vaciller cherchent à verrouiller. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font paniquer les populations pour leur faire accepter des lois liberticides. Tout est là. Vous avez déjà eu la parole, madame, vous aussi, mais vous un peu plus souvent.
ce sera la dernière fois. Ah non, non, je vous en prie. Simplement, Marine Le Pen a été il y a 4 ou 5 ans, je crois, à New York, rencontrer. Je sais, son père aussi. Voilà, quelques années avant. Donc tout ça pour dire que, bon, moi personnellement, l'entrisme, je crois pas trop. Laissez la place aux autres. Non, bien sûr, mais je comprends bien. Mais voilà, c'est pour, voilà, il faut avoir à l'esprit qu'elle a été faire. Il y a Ah mais 4 je ou 5 ans, elle a sais, été mais je sais rassurez-vous, très bien. hein, vous voyez ce que Je ne suis pas un naïf. Bah oui, je comprends bien. Mais simplement, je me demande, est-ce que dans un premier temps, parce que faire, comme disait Lénine, mais je vous rassure, Bernardo s'aurait posé la question aussi. Hein. Donc voilà, alors que faire? De toute façon, la question est très bonne. Est-ce que Rivarol, par exemple, ne pourrait pas, si on le lui demandait, tous, à la limite, faire une table ronde entre vous d'une part, et je ne sais pas, Pierre Hilliard, par exemple, avec qui vous avez quelques différences, ce serait intéressant d'avoir une rencontre, un vrai dialogue, une table ronde, avec, je ne sais pas, un modérateur comme quelques-uns de vos amis, je pense. Henri de Lesquen, peut-être. Ou Arnaud, pardon. Monsieur Vendillon, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, autour de ce voilà. Comment pourrait-on déjà, au-delà de nos chapelles un petit peu, même s'il y a des différences, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de modérateur, de fédérateur, où nous puissions nous retrouver? Non. Visiblement, non. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Mais c'est amusant parce que votre idée rejoint en partie une chose que j'ai suggérée dans une réponse. C'était à la suite de 2 réponses qui avaient été faites à mon entretien dans Rivarol. Je souhaitais que les problèmes, cette haine que Bourbon a envers Marine Le Pen, je disais, bon, il faudrait peut-être qu'un jour, on se mette à table et mette les choses à plat. Mais votre idée de réunion avec des Hillard et compagnie, alors, permettez-moi de rire. Parce que je sais très bien qui est Hillard. Il nie le rôle, par exemple, de Poutine, où vraiment il est particulièrement bouché, ou bien il n'est pas normal. Il n'est pas net, plutôt. Donc, c'est pas tout d'aligner, de mettre ensemble des gens. Il faut qu'il y ait une unité. Et pas besoin de faire de grands trucs officiels, etc. Il faudrait simplement qu'un jour, Bourbon se décide, j'ai déjeuné avec lui pas plus tard qu'hier, encore Seriné la même chose, décide de faire un pas, que Marine Le Pen se rende compte qu'il y a tout de même un électorat de ce côté-là, et que tout le monde se dise, bon, on arrête de se taper dessus. C'est complètement idiot, ça sert aux autres. Mais elle le sait, elle a viré tout le monde. Hein. Oui, parce qu'elle est prise dans cette illusion de la dédiabolisation, qui était celle déjà de son père. C'est pas elle qui l'a inventée. Le père a commencé. Il était tout le premier. Et à propos de voyage aux États-Unis, rappelez-vous qu'il a été reçu pour la communauté juive de New York, y compris par Bronfman. C'est bien pour ça. C'est évident. Mais là, ce que j'essaye de plaider, y compris auprès d'elle, pourtant je n'ai pas de contact du tout avec, mais c'est au travers de mes textes, notamment de Rivarol, parce que Rivarol, je lis certainement, c'est de dire, bon, on arrête là et on essaye de voir quel est l'intérêt commun. Elle n'a pas intérêt à perdre. Elle n'a pas intérêt à perdre. Et moi, je plaide qu'un jour, elle finira par se rendre compte, je l'ai dit carrément, se rendre compte qu'elle est cocu avec sa stratégie. Alors, le jour où quelqu'un devient cocu, il devient méchant. Donc, souhaitons qu'elle comprenne. Oui, peut-être se mettre en colère. Madame. J'entends, enfin j'ai lu, pas seulement chez vous, que ces relations avec la Russie et Poutine sont très fortes. Tout à fait. Le président du Parlement Tout à fait. a assisté Tout à fait. au Parlement russe à un de ses congrès. Tout à fait. En ce qui concerne Poutine, donc on dit du bien, à mon avis trop, il n'aurait pas seulement l'envie de reconstituer l'Empire soviétique, mais même avec les armes plus pointues que les armes américaines, serait capable et souhaiterait à nouveau dominer toute l'Europe, y compris nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que c'est l'Empire soviétique qu'il veut reconstituer? Et non seulement ça, il paraît qu'il voit... Il paraît. Ah, ça, le mot « il paraît » me déplaît profondément. Il paraît, c'est qui? Il paraît, c'est qui? S'il était sincère, ça serait une bonne idée. Je cite Jacques Lacroix, qui est quand même un réseau de banquiers très sérieux. Hein. Ah bon, vous avez ces références, madame? Bon, Bon, allez, glissons là-dessus.
Autre question? Florian, vous n'avez pas des questions? Oh, ben, moi j'en aurais Vous connaissez tout ça par cœur. peut-être le matin vous avez fait référence notamment au Corse pseudo-nationalisme, Oui. des choses comme ça. Alors sinon je vous avais envoyé une information pour nous dire ce que vous en pensez sur Valls qui a déclaré récemment sur les dans le Figaro tout ça, qu'en gros la République et la flamme du judaïsme doivent marcher côte à côte, etc. Mais bien entendu. Mais il a raison cet homme. Et il a raison. De même que De Gaulle disait, j'ai rendu la République à la France, et il est normal que je rende à la maçonnerie. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ça tient de la même réalité intrinsèque de la République. Et j'avoue que j'aime beaucoup M. Manuel Valls, parce que si les Français ne comprennent pas avec ces déclarations-là, je ne sais pas ce qu'il faut leur faire pour les déboucher. Il faudra attaquer au Karcher. Ah oui, la banque à Pékin sur le développement économique en Asie. Est-ce que vous en avez traité? Mais écoutez, madame, abonnez-vous à la politique. Non, je ne l'ai pas lu chez vous encore. Vous êtes abonné? Oui, mais j'ai lu récemment. Ben, pourtant, on en a parlé dernièrement, justement. De la position chinoise et de la banque et des explosions, justement, curieusement, dans les centres économiques vitaux de la Chine. On en a parlé. Le quartier où les Russes avaient aussi construit des immeubles pour la future banque asiatique de développement. Bon. A été détruit. Tout le quartier a été Bon, eh bien, écoutez, chère madame, relisez les derniers numéros. Oui, bien sûr. Moi, je voulais Oui. Est-ce que vous avez des idées sur les chantages qui doivent s'exercer sur Mme Merkel, sur son passé d'espion de la Stasi, par exemple, pour l'obliger à trahir son peuple? C'est pas exclu, mais à mon avis, c'est pas suffisant comme explication. Elle était ou elle n'était pas? Je pense qu'elle était. Elle était, évidemment, toute l'Europe de l'Est était sous la botte, bon, volontairement ou pas volontairement. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Je crois qu'elle est surtout la femme, pas l'homme, la femme du capital, et que dans l'immigration, elle voit, comme les milieux économiques allemands, l'occasion d'avoir une main-d'œuvre très bon marché. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Moi, je veux juste réagir un petit peu à. Parlez plus fort parce que bon, je vous entends, mais Je veux juste réagir au niveau de l'auditoire qui est ici présent. C'est que vous disiez tout à l'heure comment dire les Français sont un peu bouchés, ils ont du mal à comprendre à cause de cette propagande qui est continuellement sur nos écrans. Mais je crois que je suis assez optimiste aujourd'hui, on va dire, sur un peu cette nouvelle contre-culture qui arrive par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans nos espoirs qu'il faut vraiment mettre, on va dire, ces idées-là en tout place à fait. pour qu'il y ait une communauté de débranchés qui se forme. Ça se fera dans le temps, tout doucement. Mais je Tout crois à que fait. Tout à fait ça. je suis optimiste Mais pour, vous êtes trop jeune encore parmi nous pour connaître ma petite phrase quand je parle de ça Internet. Il est évident que sans Internet, mes activités avec mes amis n'auraient pas pris l'ampleur que ça a pris. C'est fabuleux. Quand je vois comment ça se répercute de personne en personne, et si vous tapez mon nom sur Internet, vous verrez les différents chapitres qui apparaissent brusquement. J'ai pas pu compter sur notre presse pour ce travail-là. Donc ça a été par quelques-uns qui au début ont compris, qui ont relayé, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est par les réseaux sociaux qu'on y arrivera, entre autres. Il ne faut pas croire que ça, parce que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout expliquer. Ça ne remplace pas un livre, ça ne remplace pas une conférence, parce que c'est trop long. je ne peux que vous recommander l'émission Méta TV sur Internet. Méta TV. Alors, il y a des choses qui sont pas mal, mais enfin, c'est, disons, très, comme on dit, soft. Ça peut vous donner un auditoire. Elles ne m'inviteront jamais. Ils ne m'inviteront jamais. Alors là, j'en suis sûr. Mais ce que vous pouvez faire, c'est leur suggérer. Et je serais curieux de connaître la réponse. Non, mais essayez. Il faut toujours essayer. Qu'est-ce qu'on risque? Pas plus que non.
Et sur TV Liberté, vous avez pu être invité? Même chose. Posez-leur la question, pourquoi vous n'invitez pas Philippe Loncardassac? Et vous me donnez la réponse. C'est la nouvelle droite aussi. Oui, c'est la nouvelle droite. Non, non, mais posez la question. Qu'est-ce que vous risquez? Pas plus que non. Mais il sera très intéressant d'enregistrer la réponse. Il y en a déjà qui l'ont proposé sur le forum de Meta TV. Oui, je sais. Oui. Entre nous, je préfère ne pas être invité par des trucs comme ça, parce que c'est tout de même très, très basique et quelque peu vulgaire. Ils invitent de tout, du gauchiste et Oh non, 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 c'est du n'importe quoi. Hein. Il y a la Soral également. Comment? Égalité et réconciliation de Soral. Il y a des choses très intéressantes. Je sais qu'il y a... Mais alors, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment il s'est accoquiné avec Pierre Hilard. Parce que leurs positions sont différentes. Je ne comprends pas. Sur Poutine, ils sont... Poutine, je pense que c'est... Je comprends pas. Je sais bien que Pierre Hilard. Mais le régionalisme, quand même. C'est difficile à admettre qu'il ne fasse pas partie de la famille. Je n'ai pas d'explication pour Hilard, parce que vraiment, c'est énorme. Parce que tout de même, avec tout ce que l'on voit de l'action de Poutine et les réactions contre Poutine du monde américano-sioniste, s'il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas normal. C'est pas normal. Pour moi, Hilard, c'est un grand, grand, grand point d'interrogation. Et quand je dis point d'interrogation, je suis gentil. Que pensez du candidat de Donald Trump? Comment? Donald Trump. Oui. Je trouve qu'il est pas mal, on le connaît peu. Moi, je ne le connais pas, on va ses déclarations. Bon, alors ce qu'il y a de curieux, il y a incontestablement des gens qui disent des choses tout à fait intéressantes, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ne vont pas jusqu'au bout. On dirait qu'il y a des facettes qui leur apparaissent, mais ils ne comprennent pas que ça fait partie d'un ensemble. Et ça me dérange. Comme si à un moment donné, l'illumination qu'ils ont pu avoir s'arrêtait. C'est un peu dommage. C'est un système qui sert un peu... Quoi? C'est la poudre aux yeux un petit peu ou un système qui sert un peu... Je ne peux pas juger les intentions. Ou alors il faut vraiment que ça devienne flagrant, comme avec des Lesquin ou des Hilard ou des Renoir. Si le cas Renoir, il n'est pas triste. Ouais. De par son passé, parce qu'on peut gratter un petit peu, on peut étudier un peu son passé, voir d'où il vient. C'est comme ça qu'il faut agir, je pense. De toute façon, tôt ou tard, un homme se trahit par ses écrits. Il suffit d'avoir la patience. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas eu une personne à s'est penchée sur son cœur. On verra. Dans la mesure où il y a des éléments utiles, c'est bon à prendre. Mais je vous dis, moi, ce qui me dérange avec des gens comme ça, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Il peut y avoir une candidature de Soral à l'élection présidentielle. Attendez, c'est pas impossible. Ben, vous voulez pas que je me présente aussi? Non, ce n'est pas impossible. D'ici 18 mois, ce n'est pas impossible. Qui réunisse 500 signatures. Alors là, on ne va pas s'ennuyer. C'est pas impossible. Bon, mais enfin, c'est très gentil, toutes ces candidatures. Celle de Lesquin, parce que vous savez que Lesquin veut être aussi candidat. Celle de ce rigolo de... oui, bon, Choprade, oui, on en reparlera après si vous voulez. Celle de l'UPR, là, Asselineau. Celle de Dupont-Aignan. Et ces gens-là vont retirer des voix au Front National. Donc, ceci, ils n'ont aucune chance, aucune. Mais ils ont la chance de éventuellement empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour. Oui, mais Soral aura accès aux médias, à la télévision. Évidemment, mais n'importe quel candidat au présidentiel, en principe, aura accès aux médias. Et si un jour je devais poser ma candidature en vue de la présidentielle, c'est bien uniquement en vue de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, comme par exemple ce soir. Vous imaginez le topo. J'irai déposer des fleurs sur mon cercueil. Bon, mais restons sérieux. Non, mais ce serait un coup à jouer, mais le problème, c'est que pour être candidat, il faut tout de même avoir l'aval d'un certain nombre de maires. Et on ne l'obtient pas comme ça. Alors, un Lesquin pourra l'avoir probablement, Dupont-Aignan pourra l'avoir éventuellement,
Même Asselineau pourra l'avoir parce qu'ils sont soft. Ils ne dérangent pas beaucoup parce qu'ils n'auront pas jusqu'au bout. Marine Le Pen l'aura sans problème puisque maintenant ils ont beaucoup de maires, une grosse surface, mais non. Puis alors il y a une chose aussi. Bon, vous êtes un ancien parmi nous. Vous savez très bien comment je travaille le plus discrètement possible. C'est pas en se mettant sur les ondes à tatati tatata qu'on fera changer réellement les lignes. C'est en formant patiemment, plus ou moins silencieusement, je dis plus ou moins silencieusement parce que pour le meilleur et pour le pire, mes conférences sont sur Internet. Donc tous les jours, je m'attends à recevoir un coup de bâton. Et c'est comme ça. Il faut tout de même dire les choses. Donc, mais il n'est pas nécessaire d'en faire plus pour se faire remarquer. Il faut être prudent, le plus prudent possible, tout en disant les choses. Didier Rochard, qui est un ancien colonel de gendarmerie, m'a dit qu'il savait que le funeste Philippot était un franc-maçon et que, comme il était d'un grade inférieur dans sa circonscription, c'est pour ça que son adversaire UMP n'avait pas voulu se retirer devant lui. Possible. En tout cas, il s'est conduit comme un infiltré pour dévier la doctrine du Front National de telle manière à lui faire perdre l'électorat de droite bourgeoise en l'effrayant justement par des programmes économiques insanes. Exactement, c'est tout à fait. Alors l'a-t-il fait exprès ou bien ça s'est produit comme ça, je ne sais pas. Je ne peux pas juger les gens comme ça de prime abord, et ce n'est pas exclu du tout. Votre hypothèse est tout à fait justifiée. D'autres questions? Eh bien... Vous avez finalement quelque chose à ajouter sur Gilles Simeoni et tout le tintamarre qu'il y a eu par rapport à la Corse, quoi? Bon, alors, bien justement, il y a eu une réaction dans Rivarol suite à mon entretien, puisque j'avais dit des choses qui apparemment n'avaient pas plu à un lecteur corse de Rivarol. Il n'était pas franchement méchant, d'ailleurs, il a commencé par m'envoyer des fleurs, toujours agréable. Le problème de ces nationalistes corses, c'est qu'ils ne sont pas plus nationalistes que moi je suis chinois. Et encore, en tirant bien les traits, je pourrais être davantage chinois. Mais ces nationalistes corses, d'abord, le terme est mal choisi, ce sont des séparatistes. C'est pas la même chose. Donc, on mélange ce qu'est le nationalisme avec le séparatisme ou la théorie du droit, soi-disant des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, si chaque peuplade se met à vouloir revendiquer son indépendance, tout explose. C'est pour ça que le nationalisme, qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est la conservation de l'édifice patiemment élaboré par les générations d'une nation. C'est une des définitions. Et justement, oui? Je disais dans ces entretiens qu'il a donnés, donc il y a deux choses intéressantes qui ressortent. Une fois que l'ambiance s'est calmée, il a dit « Ma mère est juive », Gilles Simeoni. Ah, ça, je ne savais pas. Et autre chose, Simeoni, sa mère est juive. Intéressant et révélateur. Il dit « Le nationalisme corse n'est pas antisémite ». Évidemment. Avec de pareils, c'est... Si... Alors la seule chose, c'est que la foule a chanté de San Verigina à un moment donné, mais visiblement, ça n'avait pas grand-chose à voir, je ne sais pas. Donc, mère juive, donc c'est lui-même. Vous avez un texte là-dessus? Oui. Vous pouvez me l'envoyer? Vous savez comment je fonctionne, moi, il me faut toujours un texte. Ah, ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça, je l'avais oublié, je ne l'avais pas perçu. Et donc, voilà. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu justement mon entretien dans Rivarol, où j'ai attaqué Pierre Vial. Pourquoi? Parce il s'était réjoui de la victoire des séparatistes catalans. Et je disais, mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Parce que c'est la Catalogne française qui va y passer aussi. Et puis après, la Bretagne, etc., etc. Donc c'est tout le projet mondialiste. Faire exploser les nations en région.
sous la tutelle, comme le disait à l'époque le diplomate américain, juif américain, mais il s'appelait déjà, on parle dans le complot mondialiste, où il disait que l'Europe, l'ère des nations était terminée, qu'il fallait qu'il y ait des régions qui seront nos clientes. Tout est là. Tout est là. Bon, bah écoutez, si vous avez en panne de questions, je crois que déjà vous avez bien posé des questions. Je suis à votre disposition pour dédicacer des livres. Merci. Et merci de votre venue à tous. Parlez-en autour de vous, travaillez les gens au corps, à tout point de vue.